Bonjour à toutes. Donc, nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler de la féminisation des métiers dans la musique électronique. On sait que c'est un vaste sujet. On parle de plus en plus de la parité, de l'égalité homme-femme. On a envie de savoir comment ça se passe du côté de l'industrie musicale. Il y a deux tendances en ce moment. Il y a d'un côté, on voit un recul de la part des DJ femmes dans les line-up. On voit qu'on n'a pas forcément beaucoup plus de femmes à la technique, à la régie. Mais en même temps, on voit la naissance de projets et d'initiatives en faveur des femmes, comme Bande de filles, comme La Petite à Toulouse pour le mentorat, Majeur avec de She Said So, ou encore Move Your Gambit pour apprendre aux femmes à mixer. Donc on va un petit peu essayer de voir quelles sont les tendances, comment est-ce que ça évolue et quelles solutions on peut penser pour permettre aux femmes d'évoluer au mieux dans notre milieu. Donc avec nous, on a Nathalie Duchesne, si tu veux te présenter en une phrase. Bonjour, donc je m'appelle Nathalie Duchesne, je suis DJ et productrice. On a également Sophie Mancaruso. Oui, bonjour. Alors moi c'est Sophie Mancaruso, je suis agent artistique et notamment je m'occupe d'artistes chanteurs. On a aussi Justine Noël. Du coup, moi, je suis Justine Noël, j'ai pris la coprésidence récemment de She Said So France et je suis aussi responsable du projet Safer, projet de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif sur Marseille. Et Myriam Guerzo. Oui, moi je suis chef de projet et DA en label et manageuse aussi d'artistes. Et je serai donc celle qui modérera ce talk. Donc, je suis Elodie Vitalis, je suis DJ sous le nom d'Absolute. Je fais également partie du conseil d'administration de Technopole, qui est l'association des musiques électroniques. Et j'ai fondé le Venus Club, qui est un collectif féministe pour plus de représentation sur la scène. Donc déjà, pour aborder ce talk, on va parler un petit peu du contexte, de où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, de comment sont représentées les femmes dans l'industrie musicale. Déjà, un petit peu une question un petit peu pince sans rire, déjà pour commencer. Est-ce que ça suffit de féminiser les noms de métiers dans la musique pour que les femmes soient représentées? Est-ce qu'il suffit de dire DJ pour que ça fonctionne? Qu'est-ce qui veut commencer là-dessus? Je savais que ça allait réagir. Oui. Alors moi déjà, je déteste Pour moi, c'est un diminutif DJ. Pour moi, ça équivaut à peut-être adoucir et à rendre la chose un peu plus mignonne, un peu plus. Oui, je trouve que DJ, ça fait un peu comme. On a un camion, par exemple. On dit une camionnette. C'est une petite chose qui ne fait pas de mal et qui ne dérange personne. Et alors non, donc je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on appelle une DJ femme DJette. Mais voilà, je pense que ça ne passe absolument pas du tout par le fait de définir une DJ femme en l'appelant DJette. Ça, non. Parce que souvent, on a l'impression que, que dans certaines communications, le fait de juste marquer DJ, on a montré qu'il y a des femmes, on a fait notre travail, et du coup c'est bon, c'est fait. Donc pour toi, non, c'est pas une façon c'est pas suffisant. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas suffisant. Non, justement, je trouve que c'est plutôt pas une insulte, mais ça rend la chose un petit peu plus frivole et plus légère. Et alors que ce n'est pas du tout le cas. C'était important pour moi de commencer là-dessus et vraiment de rappeler que le terme DJ, il est pas forcément amélioratif, qu'il est plutôt péjoratif, et comme Totalement. tu dis, c'est une façon de rabaisser un petit peu, même si on a l'impression qu'on marque quelque chose parce qu'on marque la présence des femmes et que du coup on les rend visibles, mais au final le suffixe et, e-de-te, ça induit quelque chose de plus petit. Oui. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent prendre la parole sur ce sujet-là. Non, moi je suis complètement d'accord, et en fait c'est encore une création en fait qui a été faite alors que c'est un terme anglophone en plus, donc DJ ça suffit. Et puis si on veut visibiliser en fait juste sur une programmation, sur une affiche, les DJ, et puis après tous les noms qui s'en suivent. On va pas dire là il y a les DJ hommes, puis en dessous il y a les DJettes. En fait j'estime que vous faites le même métier, et pour ça qu'on dit un artiste, une artiste. Donc voilà, moi je suis complètement d'accord avec ça aussi, un terme que je trouve assez réducteur, alors que c'est le même métier. Du coup, en termes de contexte, je trouve assez intéressant qu'on commence par parler chacune de votre expérience et de savoir d'où vous avez commencé,
Comment c'était quand vous avez commencé en termes de parité? Est-ce que vous avez eu des difficultés à commencer? Et comment est-ce que ça a évolué jusqu'à aujourd'hui? Peut-être Myriam, si tu veux commencer. Moi, ma relation à tout ça, elle s'est très bien passée en fait. À ce niveau-là, j'ai commencé dans une salle de concert où l'équipe était essentiellement féminine. C'était dirigé par une femme, ma manageuse était une femme, ma collègue était une femme, et on était une petite équipe de femmes qui justement organisaient des gros événements rap au New Morning tous les mois. Donc là-dessus, ça a très bien démarré. Au niveau de la légitimité, justement, ça m'a donné un bon cadre. Après, j'ai évolué en label, du coup, en maison de disques, où là, j'ai été plus amenée j'ai plus reculé sur ma légitimité parce que c'était un nouveau métier aussi. Et en tant que femme aussi, du coup, j'ai senti que je me posais des questions parce que l'équipe était principalement masculine. J'avais une équipe uniquement d'hommes et on était 2 femmes pour 8 hommes à peu près sur l'équipe. Donc ça a été de la construction au fur et à mesure de l'expérience. Donc tu as senti que d'un côté, quand tu étais en non-mixité, c'était plus simple, et qu'après, quand tu arrivais dans un milieu où il y avait une proportion plus large d'hommes, on pouvait remettre en cause ta légitimité, ou tu pouvais te sentir un petit peu moins légitime. Je pense que ça venait essentiellement de moi, en fait. C'était plus mon sentiment d'abord, en arrivant dans une équipe d'hommes, où je me suis automatiquement... je peux pas dire, je me suis pas sabotée, mais justement remise en question du fait d'être une femme. J'ai l'impression que j'avais un train de retard en fait. Est-ce que tu saurais dire d'où vient cet auto-sabotage? Du coup, pourquoi est-ce que tu avais l'impression de ne pas être suffisamment légitime, et pourquoi est-ce que ça venait de toi en premier? Pour ce qui est de mon expérience, je pense que ça vient aussi essentiellement du fait que j'ai commencé à travailler dans le rap, et que j'étais entourée d'hommes qui en savaient beaucoup sur le rap, et moi aussi, mais j'ai la parole était plus compliquée à apprendre, je pense, parce que c'est stigmatisé comme un milieu d'hommes, et ça a été assez long pour moi de me rendre compte que j'avais autant ma place qu'eux, et pour autant, eux, ils m'ont jamais fait douter de ma place. C'était vraiment c'était moi et moi-même. Je pense que j'avais besoin de prouver d'abord à moi-même que j'avais ma place pour finalement être assez me sentir légitime. C'était vraiment moi et moi-même au final. Est-ce que c'était pas aussi, alors j'extrapole, mais à toi de me dire si c'est ça ou pas, est-ce que c'est pas aussi une construction sociale qui est liée aussi à tout ce qu'on internalise, à la misogynie internalisée, au système patriarcal aussi, ou est-ce que c'était vraiment... Si, bien sûr. En fait, il y a eu quand même quelques petites remarques, des phrases qu'on peut dire sans réfléchir, qui sont vues comme des blagues et qui te repositionnent en tant que femme. Toi, la façon dont tu les interprètes, ça te remet à ta place de femme. Et en fait, ça peut paraître pour des blagues parfois, et la personne en face ne s'en rend pas forcément compte. Et n'est pas misogyne pour autant, mais c'est des phrases qui en fait vont mettre longtemps à sortir de l'esprit, et oui, ça va mettre du temps avant de se reconstruire derrière pour se dire en fait si j'ai ma place, et en fait qu'importe ce qu'ils disent, ça restait une blague, mais moi je l'ai pas pris en tant que tel, quoi. Oui. Est-ce que Justine, tu veux nous parler de ton expérience? Alors moi, en fait, j'ai plus commencé dans la coordination d'événements de base, et notamment sur l'accompagnement artistique et sur la gestion de studios de répétition et d'une petite salle. Et en fait, sur l'aspect technique et régie, moi, c'est des choses que j'ai ressenties avec des groupes de musique ou même avec des compagnies de danse ou de théâtre, sur des réflexions de mais du coup, c'est toi qui vas faire le son? Oui,
C'est moi qui vais faire le son et ça va Oui. très bien se passer. J'imagine que côté technique, tu Oui. subis encore plus les stéréotypes. Exactement. Puis en plus, à l'époque, j'avais 21 ans, 22 ans. Du coup, on accueille des groupes à ce moment-là, on se met derrière la régie. Et puis, il y a tout de suite un truc où, en fait, moi, je sentais qu'il fallait que je sois directive et que vraiment, je leur dise, mettez-vous sur le plateau et puis vous me dites ce que vous voulez et puis ça va bien se passer. Donc, en effet, c'est des choses que j'ai ressenties, mais que j'ai pas forcément mal vécu, mais en tout cas qu'on commençait à titiller le côté militante petit à petit, où je me suis dit ok, il se passe quelque chose. Donc ça a un peu fait évoluer en tout cas mes réflexions autour de la place de la femme dans l'industrie musicale. Et après j'ai plus été sur le côté production aussi, donc la chargée de prod. Et ça en fait je ressentais que c'était difficile d'évoluer plus aussi. Parce que les profils de chargés de production, en fait, on a quand même des métiers où on est indispensable parce que en fait, on a la gestion complète d'un événement, la gestion complète des artistes, de leur accueil, de comment est-ce que ça va bien se passer. Donc en même temps, il y a un côté féminin de on sait l'organiser, on fait comme il faut. Et en même temps, il faut quand même être assez impliqué, assez implanté, savoir être assez directif sur ce qui va se passer. Donc j'ai ressenti un petit peu ça, mais en fait je pense que j'ai eu la chance d'être toujours très bien entourée avec des super belles équipes et en fait c'est ce qui a donné la force. Et après je me suis engagée justement dans différentes associations et en fait j'ai évolué dans des industries, dans des endroits qui laissaient en tout cas la place, parce que prendre sa place oui, mais il faut aussi savoir nous la laisser, et pour nous la laisser il faut communiquer avec les équipes et après montrer sa légitimité bien entendu. Et après, pour avoir été dans les musiques électroniques un peu plus, c'est là où je me suis un peu spécialisée justement dans les dispositifs d'accompagnement en direction des femmes et des minorités de genre. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais je veux faire des événements avec des femmes sur le plateau, des femmes à la régie, des femmes à la prod, des femmes partout. Et en fait, ça m'a donné beaucoup de force. Et aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important d'avoir des moments comme celui-ci, par exemple, pour pouvoir discuter et en fait créer des moments de sororité pour en fait faire force toutes ensemble. Tout à fait. C'est intéressant ce que tu disais, on y reviendra après, mais juste la notion dont tu parlais d'avoir l'impression de ne pas pouvoir évoluer parce que les postes de chef de chargé de prod, on ne peut pas forcément aller plus loin après. Cette notion de plafond de verre, du coup, tu l'as ressenti. Peut-être qu'on pourra en parler après, mais tu l'as ressenti en tout cas. Oui, en tout cas, oui. Je l'ai ressenti que en fait, si je ne décidais pas d'être directrice ou programmatrice du lieu, en fait, j'allais stagner. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai voulu multiplier les activités à côté pour pas être frustrée, me dire je ne me cantonne pas à ce que je fais là dans mon 35 heures, mais j'ai besoin en fait aussi d'avoir d'autres projets à côté qui me valorisent pour moi-même et qui me font du bien dans mon évolution de carrière. Ok, merci beaucoup. Sophie, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience à tes débuts et aujourd'hui, comment tu as vu les choses évoluer ? Oui, alors c'est vrai que moi je suis un petit peu plus âgée, je pense. Donc il y a eu beaucoup de métiers à part entière où j'étais une femme toute seule, où je me suis battue pour beaucoup de métiers parce que j'ai fait énormément de métiers, où j'avais pas spécialement ma place en tant que femme. Donc j'ai ce caractère de m'imposer. En fait, j'attends pas à ce qu'on me recule, mais je suis déjà là avant qu'on me le demande. En fait, c'est mon caractère. Je suis comme ça. Ce qui fait sûrement ta force. Et ce qui fait ma force. Et il y a j'ai toujours été dans le métier artistique parce que j'ai fait 40 ans de danse. Donc, de base, je suis une danseuse. J'ai managé pas mal ma fille sur la comédie parce qu'elle est comédienne et elle travaille aussi chez France Télé en chef publicitaire. Et il y a 4-5 ans de ça, j'ai décidé de tout arrêter les métiers lambda et de me consacrer vraiment à ce que j'aime, c'est-à-dire la danse, la musique, la comédie, tout ce milieu artistique. Et je me suis penchée à chercher un peu des artistes sur des concours où j'ai fait la connaissance de ma première artiste et puis on a fait le chemin ensemble. Donc j'ai presque 4 jeunes femmes, enfin 3 jeunes femmes et un jeune homme. Mais pour moi, la femme aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a plus sa place qu'il y a quelques années. Heureusement, on a avancé quand même, on n'est plus à l'âge de pierre, mais il y a toujours aussi, oui, cette façon de se comporter, notre statut. Et je pense que juste un statut sans parler, je pense que déjà on impose.
Et dans un regard, une attitude, on voit si la femme, elle est là et elle sait tenir son statut de femme. C'est bête à dire, on n'aurait pas besoin de faire ça normalement. Normalement, on est une femme, pas besoin de se comporter plus ou moins qu'une autre. J'en rejoins un peu à la DJette. Ça, c'est une façon d'identifier quelqu'un, de rajouter être derrière pour dire que c'est une femme. Effectivement, on met juste DJ avec un nom de femme et il y a juste à se pencher sur l'écriture et on voit que c'est une femme. C'est faciliter les choses et identifier quelqu'un facilement. C'est trop la facilité en fait. Donc voilà, moi aujourd'hui je me bats toujours pour toute seule parce que je suis en indépendante, donc je travaille seule avec mes artistes. Je fais tout. Donc la presse, les placer à droite à gauche. C'est pas simple, même en production, d'arriver, de dire voilà, je suis agent artistique, je fais ci. Puis dès qu'on voit un peu que tu sais ce que tu veux, on te regarde qui en fait. Donc rien ou pas quelqu'un, ou tu as un nom qui est connu, pas reconnu. Voilà. Mais après, je pense pas que c'est seulement la femme qui dit il faut s'imposer, montrer qu'on est là, être ancré dans le sol comme quand on chante. Et montrer qu'on est présent, ouais. Mais c'est un combat. C'est un combat tous les instants. Ouais, okay. ouais. Merci beaucoup. De rien. Et enfin, Nathalie, en tant qu'artiste sur le devant de la scène. Alors, à mes débuts, c'est vrai qu'on m'a vraiment fait ressentir que je n'étais pas... parce que moi, j'ai commencé il y a 10 ans à mixer. Et c'est vrai que j'ai senti que je n'étais pas du tout légitime. Que j'arrivais et qu'est-ce que tu fais ? Tu viens, tu viens passer de la musique avec tes petits CD ? Parce qu'à l'époque, c'était pas les vinyles, mais moi, je suis plus de l'école des CD. Et non, et c'est vrai que j'étais hyper mal à l'aise. Mais comme je suis d'une nature assez... J'adore les challenges. Et je me suis dit, vous pensez ça ? Ah ben, très bien. Je vais vous en faire voir. Et non, c'est vrai que c'était très compliqué, mais je me suis accrochée. Et aujourd'hui, on ne me demande plus si j'ai mon casque et si j'ai bien prévu mes petites clés USB dans mon sac. Est-ce que tu veux que je te prête mon sac, mon casque ? Non, mais j'en ai eu des réflexions comme ça, et c'est vrai que c'est choquant. On arrive, on est pleine de force pour un set, et puis la personne, le DJ qui joue avant vous, te dit est-ce que tu veux que je te prête mon casque ? Oui. Mais après, je pense que je me suis challengée, j'ai fait abstraction de tout ça, j'ai avancé, et puis j'ai eu la chance aussi d'être très très bien entourée et d'hommes féministes. Et ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et c'est toujours la personne qui s'occupe de moi aujourd'hui. Et voilà, non, pour ça, je suis bien entourée. Et je fais abstraction de tout ce qui se passe autour. Est-ce que tu as... Alors forcément, je pense que ton évolution de carrière fait que forcément, on ne te traite plus de la même façon. Mais est-ce que tu arrives quand même à avoir un regard sur la scène aujourd'hui et à te dire que ça a évolué ? Et si oui, de quelle façon ? Je pense que oui, il y a certainement plus de DJ femmes, si c'est ce que tu voulais poser comme question. Même dans le traitement aussi, comment les gens, quand ils te voient arriver, ou quand ils voient arriver des DJ femmes sur scène, ou dans... Non, ça arrive encore, hein. Ça arrive encore. Même à toi. Oui, non, ça arrive encore. Ça arrive encore. Mais au niveau des line-up, je pense que oui, il y a certainement une bonne évolution. Mais après... Je pense aussi qu'il n'y a pas non plus... il y a certainement bon nombre de DJ femmes, mais il y en a quand même beaucoup moins que DJ hommes. Donc aussi, je pense que... peut-être qu'il y a des promoteurs qui se disent non, je veux faire un line-up 100% masculin. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de DJ femmes. Mais j'imagine que ça doit être une autre question, donc je ne vais pas développer ça. Non, pas de problème. Mais je pense que toutes les femmes ne veulent pas non plus être... Il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de chanteuses que DJ. Oui. Après, c'est beaucoup de sacrifices. Il y a aussi la question de l'apprentissage aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui ont commencé à 15 ans dans leur chambre parce que niveau technique, on les a jamais empêchés de se dire que manipuler des machines, c'était possible. Quand certaines femmes, dans leur esprit, manipuler des machines, c'était pas pour elles en fait. Oui, c'est vrai. Je sais pas si Justine, tu voulais peut-être réagir à ce sujet.
Oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et c'est, comme tu dis, c'est au niveau de l'apprentissage. Donc s'il y a moins de femmes qui sont visibles sur scène en tant que DJ et même en tant que musicienne, au-delà de chanteuse, c'est cet apprentissage-là et c'est aussi socialement parce que quand on est une jeune fille, enfin en tout cas, dans les chiffres aujourd'hui, il y a quand même énormément de filles qui sont au conservatoire. Et pourtant, il y en a très peu qui deviennent professionnels artistes derrière. Donc c'est là où il y a un vrai questionnement là-dessus, de se dire qu'est-ce qui s'est passé entre l'apprentissage du conservatoire et après. Et pour toutes celles qui ne veulent pas forcément aller au conservatoire et donc du coup qui voudraient avoir ces machines, ce qui est compliqué, c'est aussi parce qu'on donne des responsabilités aux filles plus jeunes de bien travailler à l'école, de s'occuper des petits frères, des petites sœurs. En fait, socialement, en fait, c'est une construction en fait patriarcale qui s'est faite dans ce sens-là et en fait qui ne permet pas forcément aux jeunes filles de pouvoir toucher à tout ça et développer et avoir un apprentissage qui du coup les mette à un stade égal des hommes par la suite. Est-ce que vous rencontrez d'autres freins encore aujourd'hui? Par exemple, Sophie, toi qui as beaucoup d'expérience, tu disais qu'il faut s'imposer, qu'il faut arriver à montrer qui on est et qu'il ne faut jamais lâcher. Est-ce que tu rencontres quand même des freins aujourd'hui? Et lesquels? Oui, l'acceptation quand tu arrives dans un endroit justement avec un statut et que tu es une femme, oui, tu le ressens. On ne le dit pas à haute voix parce que ça ne se fait pas. Parce que maintenant, en plus, pour tout et n'importe quoi... on peut être regardé différemment, mais oui, c'est vrai que dans le regard, tu sens qu'il y a quand même un froid chez certaines personnes ou dans des productions ou coproductions ou même dans la réalisation, dans la comédie aussi. Une nana qui va être vidéaste à la caméra, qui va tenir une perche de micro ou pour rejoindre même dans des groupes, une guitariste, on va dire un batteur ou une batteuse pour une batterie. Tu vois, il y a plein d'endroits où comme ça, où moi je me retrouve et que moi j'essaie d'imposer des femmes et qu'on me dit non, mais ça c'est limite, c'est pas sa place. On préfère lui parce qu'il joue mieux, il a plus d'expérience. Non, mais en fait, elle a la même expérience, c'est juste que c'est une femme. Oui, j'ai rencontré des soucis comme ça. Et Myriam, dans le côté vraiment, de l'autre côté de l'industrie, dans les maisons comme Universal ou autres, cette notion-là et cette notion de plafond de verre, est-ce que tu l'as déjà vécu? Justement, ce que disait Sophie me faisait réagir. Ouais, au niveau professionnel, il peut arriver des fois où, en fait, à qualification égale, expérience égale, en fait, on se retrouve en face d'un homme qui obtient un poste ou une proposition qu'on aurait voulu avoir et qui... pour on sait quelle raison en fait l'obtient et pas toi en fait, et tu peux pas t'empêcher, tu sais pas ce qui s'est dit lors de ces décisions là, vraiment tu sais pas ce qui s'est dit, mais tu peux pas t'empêcher de te poser la question de est-ce que c'est parce que je suis une femme et lui un homme. Je pense qu'à ce niveau là ça existe encore. Après, dire qu'il y a un plafond de verre, je pense de moins en moins. Il y en a un, mais il est peut-être de plus en plus franchissable, je pense. Aujourd'hui, ça évolue quand même pas mal depuis 4-5 ans. Il y a des femmes à des très hauts postes dans l'industrie musicale, en maison de disques, il n'y en a pas assez. On peut les compter sur les doigts d'une main, en vrai. Mais ça commence à arriver. Et moi, j'ai décidé que ça allait plus du tout être un frein, de plus du tout me poser la question de si c'était possible pour moi, par exemple, si je le voulais un jour, d'atteindre un haut poste dans l'industrie musicale. Si tu le veux, pour moi, c'est possible, mais ça dépend de qui t'as en face, en fait, toujours. Et soit tu peux avoir la chance d'être bien entouré, chose que j'ai toujours été jusqu'ici. J'ai eu la chance de tomber sur des très bons managers qui m'ont toujours donné confiance, pour ce que je suis, pour ce que je fais dans mon travail. Mais je sais que j'ai d'autres amis à moi pour qui ça n'a pas été le cas et qui n'ont pas obtenu des primes, par exemple, alors que tout le monde l'obtenait. Et en fait, il y a une réelle question sous-jacente parce que c'est une femme. En fait, c'était écrit que c'était parce que c'était ça.
ou en tout cas qu'il y avait un comportement que son manager n'aimait pas, par exemple. En fait, il y en a encore, malheureusement, mais ça dépend de qui tu as en face, en fait. Donc du coup, pour toi, ça revient un petit peu à ce que disait Sophie, c'est qu'il faut s'imposer Exactement. pour pouvoir réussir. Si tu t'imposes trop, si tu déranges, Ouais, on tu peux t'éjecte. aussi être mise au placard. Voilà, donc il faut savoir mettre un juste milieu et dire je garde ma place tout en étant discrète mais en m'imposant. Donc c'est tout un cheminement où il ne faut pas se planter parce que si tu vas direct, on te dit écoutez mademoiselle, la porte elle est là, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas un souci. Mais voilà, il faut savoir trouver quand tu rentres dans une boîte, tu as intérêt à te faire présente et petite en même temps. Et c'est ça qui est compliqué. C'est hyper intéressant, arriver à trouver le juste milieu Ouais. dans comment Ouais. est-ce qu'on arrive à s'imposer. Il y a un mot aussi qui est revenu beaucoup de fois dans ce que vous avez dit, et toutes je crois, c'est la notion d'entourage, donc bien s'entourer. Est-ce qu'il y a une façon déjà de bien s'entourer quand on commence à travailler dans ce milieu-là? Est-ce qu'on peut choisir avec qui on travaille et comment? Alors, choisir, on ne peut pas discriminer une personne, sachant que s'il y a au moins une personne, il y a toujours une personne dans un groupe avec qui ça va moins accrocher, où tu ressens un petit mal-être. C'est rare qu'il n'y ait pas une personne comme ça, dans n'importe quel emploi. Moi, je pense qu'il faut faire abstraction, montrer qu'il est présent aussi, mais essayer de passer au-dessus et de s'entourer des bonnes personnes dans cette équipe. Et bah lui, pas lui montrer que tu le mets à part, qu'il est présent, mais toi, tu essaies de ne pas travailler avec lui parce que tu sais que ça ne matche pas. Voilà. Moi, je pense que c'est la meilleure stratégie à avoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Peut-être qu'en tant qu'artiste aussi, ça a un petit peu guidé tes choix aussi pour les personnes avec qui tu travailles, ton agent ou ton agente, ta bookeuse, ton booker, tous les gens qui sont autour de toi. Est-ce que ça a aussi drivé ta façon de les choisir ou de collaborer avec? Oui, évidemment. J'imagine, inconsciemment, peut-être. oui, certainement. Après, parce que c'est dur aussi de choisir avec qui on travaille. Enfin, je pense que tous les managers ou tous les bookers ne veulent pas, peut-être, si j'en avais choisi un autre, peut-être qu'ils n'auraient pas voulu travailler avec moi. Mais je pense que c'est... oui, on ne commence pas directement comme ça à travailler avec son manager ou son agent. Je pense que c'est une relation à long terme et puis c'est quelque chose qui se fait très naturellement. Et après, si ça match, évidemment, c'est quand même mieux si ça match, mais il faut qu'il y ait une osmose entre les deux. Et ça, on ne peut pas, ça peut pas être le coup de foudre d'un manager et son artiste. Alors, si peut-être dans un premier temps, mais Ça peut matcher au début, comme elle dit, et puis après, il y a la découverte de l'un et de l'autre. Donc, la façon de travailler, la façon de se comporter, que l'artiste soit présent, que c'est une communication entre les deux. Donc, s'il n'y a pas cette osmose, il y a un contrat déjà, donc il faut chacun respecter son contrat et le faire correctement. Chacun a sa partie de boulot à faire, l'artiste en tant qu'artiste et le manager en tant que tout le job qu'il doit faire autour. Donc, voilà, et l'osmose, elle est là-dessus. C'est vrai que des fois, ça peut piquer, mais c'est des discussions, c'est comme un frère et une sœur ou une maman et son enfant, enfin c'est un petit peu le même, ou les meilleurs amis, ou je sais pas, mais forcément il faut qu'il y ait énormément de communication. En termes de solutions et d'initiatives auxquelles on peut penser pour un petit peu continuer à travailler sur la parité dans le milieu de la musique, quelle solution est-ce qu'on peut penser? Je vais peut-être commencer avec toi, Justine, qui est coprésidente de She Said So. Peut-être que déjà tu peux nous parler de She Said So, de ce que vous faites, du projet majeur et de comment est-ce que vous travaillez à ce sujet. Alors, en effet, le projet She Said So, du coup, c'est un projet qui est national et en fait qui permet de mettre en réseau et qui permet de mobiliser en tout cas les femmes et les minorités de genre dans l'industrie musicale et de rendre visible et vraiment de faire réseau ensemble, donc à travers pas mal d'initiatives et notamment donc l'initiative de l'annuaire majeur qui est le premier annuaire du coup des femmes et des minorités de genre dans l'industrie musicale et en fait qui permet déjà de rendre visible, donc se dire en fait voilà toutes ces professionnels qui existent et ou en tout cas qui ont aussi envie d'exister et qui prennent ce volet-là en tout cas comme un CV, comme une vitrine qui permet en tout cas de se dire voilà je suis là
Et ça permet de croiser en fait les professionnels tels que des techniciennes, des productrices, des programmatrices et des artistes, et en fait de pouvoir aussi piocher dedans en se disant bon bah en fait là j'ai envie de monter un événement et j'ai envie en fait de travailler avec d'autres types de personnes. Je vais aller voir en fait qu'est-ce qui se passe dans ma région, je vais aller voir les compétences, etc. Et c'est ça que je trouve intéressant en termes d'initiative, c'est que du coup, on peut toutes se reconnaître dans des compétences. Et la plus-value, c'est justement de ne pas se dire qui tu es et d'où tu viens sur cet annuaire, mais quelles sont tes compétences, quel est ton parcours et comment est-ce qu'on va réussir à créer des projets ensemble et pas juste se définir en tant que je suis telle personne de telle structure. Mais en fait, je suis cette personne avec ce parcours, ces compétences, et en fait, j'ai envie d'aller visiter un petit peu d'autres univers, et en fait, ça permet vraiment cette visibilité-là. Et en fait, elle est importante parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un peu plus de 1300 personnes qui sont sur cet annuaire. Et moi-même, j'ai déjà été sollicitée par cet annuaire, par des artistes ou par des personnes où, en fait, ils se sont dit, bah, là, je vais aller chercher quelqu'un qui a des valeurs, qui en tout cas est dans un univers qui va me parler. Et en fait, ça crée des connexions qu'on n'aurait peut-être jamais eues parce qu'on ne se rencontre pas toutes. Alors que là, en effet, vu que c'est un outil numérique, bah, il est transversal et il est visible. Donc je pense qu'en effet, l'initiative Shiseizo avec l'annuaire majeur, c'est en tout cas quelque chose d'assez valorisant et qui rend visible pas mal de professionnels aujourd'hui. Ouais, déjà, ne serait-ce que se rendre compte de toutes les femmes qui travaillent dans le milieu. Exactement. Et après, avoir la possibilité de se mettre en réseau et aussi de se dire que cette notion de représentation, qu'elles existent et que c'est possible aussi, selon où on en est par rapport aux autres, de se dire que c'est possible aussi de devenir ces personnes-là plus tard après. Exactement. Et c'est ce qu'on disait aussi, c'est d'avoir des représentantes, c'est-à-dire que sur l'annuaire majeur, on va avoir une artiste comme Jeanne Haddad. Donc en fait, il y a aussi des artistes qui sont aujourd'hui, qui tournent vraiment et qui se servent quand même de cet annuaire pour montrer qu'en fait, elles s'estiment exactement pareil que toutes celles qui vont arriver et qui vont sortir d'école et se dire bon bah je vais essayer de trouver un stage là-dessus, etc. Et en fait, on est toutes là-dessus. Et le fait aussi, il y a un algorithme où sur la première page, en fait, à chaque fois, ça change sur les profils qui vont être visibles. Et en fait, du coup, c'est pas juste en fait des personnes qui vont être plus visibles parce qu'elles sont plus présentes, parce qu'elles sont dans l'air du temps à ce moment-là. Non, c'est en fait l'algorithme, il te dit bon bah voilà, aujourd'hui on valorise telle personne, demain ce sera une autre. Et je trouve que c'est quand même plutôt bien pensé, en tout cas pour rendre visible sur ce type d'initiative. Et après, on en parlera, mais avec toutes les initiatives de mentorat, que ce soit Mewen, que ce soit WA, ou tous les dispositifs d'accompagnement et des dispositifs, en tout cas, de valorisation des femmes et des minorités de genre dans l'industrie musicale, il y en a de plus en plus. Et je trouve que, en tout cas, on sait s'en servir. Maintenant, il faut que tout le monde puisse s'en saisir aussi et de se sentir légitime d'être dessus. Et de ne pas se chercher des compétences ou des choses qu'on n'a pas et de se dire bah, je suis en apprentissage, mais j'ai envie d'aller vers. Et en fait, les personnes qui recrutent vont aujourd'hui sur ce type de réseau, tout à fait. D'autres solutions qui ont été pensées, il y a les quotas. J'aimerais avoir votre avis sur les quotas, que ce soit derrière les platines, derrière les instruments ou derrière la scène dans l'ombre. Moi, sur les quotas, si je suis très honnête, je ne sais toujours pas quoi en penser en fait, parce que j'ai l'impression parfois que ça peut desservir aussi la place, la légitimité de la femme, parce qu'en fait, je me mets à la place d'une artiste qui est programmée, admettons, dans un festival où justement il y a cette politique de quotas. Elle va se poser vraiment la question de si elle est là pour son talent ou si c'est parce que c'est une femme. Et en fait, du coup, c'est de la discrimination positive, mais ça reste de la discrimination quand même. Et c'est pas lié à ce qu'elle fait et ce qu'elle veut véhiculer et ses compétences à elle, mais lié à sa nature de femme. Moi, je pense qu'en tant que professionnelle, si on m'engageait pour un quota, je pense que je refuserais, par exemple. Mais c'est mon avis à moi. Est-ce que, alors tu peux aussi l'appliquer à ton propre métier déjà. Est-ce que si on venait te chercher en tant que chef de projet
pour un poste qui t'intéresse réellement et pour une notion de quota, du coup, tu refuserais? C'est compliqué. C'est une question compliquée. Parce que si c'est un poste qui m'intéresse vraiment et que... Mais s'ils m'ont choisi parce que c'est un quota... Est-ce que déjà... Oui, il y a un peu de ça. Il y a aussi la question du fait que est-ce que faire des quotas, c'est uniquement se dire je vais regarder toutes les femmes qui ont postulé et les choisir au hasard? Il y a aussi toute une démarche dans le quota. Il y a la démarche de se dire il faut que je féminise soit mon line-up ou soit mon équipe, d'accord, mais on va pas juste prendre les femmes au hasard et se dire bah vas-y, j'ai besoin d'une femme, je prends n'importe laquelle. Il y a aussi un parcours, on va faire la même démarche en fait que quand on recrute quelqu'un. Donc est-ce que c'est si mauvais que ça? Je sais pas si quelqu'une d'autre a un avis. Moi c'est pour ça que je disais que j'étais mitigée. En fait je suis ni contre ni pour. En fait je comprends la démarche. Après, je trouve qu'elle soulève d'autres questions en tant que femme. Et je pense que c'est pas si facile à vivre que ça quand on vit en fait. Moi, je pense que ça peut être bien comme moins bien. Pareil, je peux être un peu partagée, mais je trouve que ça peut être bien, notamment pour des endroits où ils ne sont pas du tout sensibilisés autour de ça. Et aujourd'hui, le Centre national de la musique impose aussi une visibilité de genre féminin sur les plateaux artistiques et chez les professionnels. Et en fait, de passer par ce volet-là, ça permet déjà de rendre visible d'une certaine manière. Après, ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons. Et en général, on le sait quand il y a des organisations qui ne le font pas pour les bonnes raisons, ou en tout cas, a posteriori, on s'en rend compte. Donc, ça peut être bien pour certaines organisations où du coup, ça leur met un peu dans la tête qu'il va falloir qu'ils changent leur manière de fonctionner. Donc, on est sur une transition par rapport à ça. Et à d'autres endroits, c'est un peu moins bon quand en effet, on voit un line-up avec des femmes. Donc, on se dit, OK, il y a la parité, c'est super, mais par contre, elles jouent toutes à 16h30. Donc... Du coup, en fait, c'est là où il y a encore des choses à déconstruire et où, quand je parle de mauvaises raisons, parfois c'est ça. Donc voilà, c'est un peu ambivalent. Je pense que c'est bien parce que dans tous les cas, ça rend visible et surtout, ça professionnalise des femmes, ça leur fait rentrer de l'argent, ça les rend intermittentes. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la professionnalisation qui est, je pense, positif. Après, on est encore dans une transition. Il faut encore voir pourquoi est-ce qu'il y en a qui le font pas bien, on va dire, et qui du coup ne légitiment pas en fait les artistes là où elles en sont vraiment et leur proposent des warm-up alors qu'en fait elles peuvent très bien jouer en tête d'affiche. Voilà, il y a cette question-là et après il y a aussi, comme tu disais, moins de femmes aussi qui font ces métiers-là, donc du coup moins de possibilités de slut aussi potentiellement pour une parité. Après, voilà, il faut rendre visible. Maintenant, j'ose espérer que ça va arriver de plus en plus. Mais des vraies têtes d'affiche femmes aujourd'hui, même en France en musique actuelle, c'est difficile d'en citer beaucoup. Donc, elles coûtent très cher aussi. Donc, en fait, les autres femmes, elles se retrouvent aussi sur des warm-up. C'est vrai que c'est un sujet... très rapidement, avant de te laisser la parole, c'est vrai que ça aussi, c'est un sujet qui est assez intéressant de se dire qu'on a une double vitesse aussi de ce côté-là, parce qu'en fait, il y a eu très peu de femmes dans le milieu pendant longtemps. Du coup, forcément, celles qui étaient là étaient des exceptions. Donc, elles ont très vite augmenté en cachet, elles sont allées très très haut, pendant que celles qui démarraient sont restées très très bas. Et ça, c'est encore un problème aujourd'hui dans la musique. Il faut, comme tu dis, arriver à faire évoluer l'émergence et à faire évoluer les femmes qui sont encore en voie de développement sur vraiment le devant de l'affiche. Oui, moi, ce que je voulais juste rajouter sur la notion des quotas et qu'on peut aussi affilier, par exemple, aux catégories genrées, par exemple, tout ce qui est d'imposer de la visibilité aux femmes, justement. En fait, ça peut être le point positif là-dedans, c'est de montrer qu'elles existent et qu'elles sont compétentes, en fait. Et en fait, c'est peut-être utile que ça existe aujourd'hui pour que ça n'existe plus dans 4-5 ans, mais si on est optimiste, 2 ans. Mais ouais, c'est peut-être le point positif que je trouve au quota. Est-ce que vous avez un avis sur les quotas, peut-être? Ou pas spécialement? Non, pas nécessairement, mais c'est vrai que pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'est pas non plus hyper nombreuses en fait à faire ce métier. Donc, alors avoir un quota et choisir peut-être des DJ qui ne sont peut-être pas habilités à faire partie d'un line-up en particulier. Faire pour faire, ça n'a aucun sens.
Maintenant, tu parlais tout à l'heure de warm-up. Je pense pas que... Alors, si on définit ça par warm-up, ok, mais par exemple, aujourd'hui, je joue en première. Mais je vais pas faire un warm-up. Voilà, ça va pas être un warm-up. Ça va être ce que je joue peut-être à 2, 3 heures, 4 heures du matin. Enfin, c'est pas, voilà, je ne vais pas m'adapter à faire un warm-up aujourd'hui. Je suis bookée en premier, mais c'est pas pour ça que je vais faire un warm-up. Après, c'est vrai que oui, peut-être qu'on prend un petit peu plus de filles pour faire des line-up où il y a un warm-up, mais... Et on leur demande de s'adapter aussi, oui. C'est quand même dans des conditions qui sont quand même différentes. C'est plutôt dans des soirées où les soirées qu'on a peut-être les soirées en club où on va mettre un collectif va jouer, il va mettre tous ses artistes en peak time et à la fin de la soirée, au final il va mettre la DJ femme qui est là pour féminiser, il va la mettre de 22h à minuit pendant où il n'y a personne, quoi. Là je pense que pour ton slot il y aura du monde. J'espère. J'en doute pas en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des événements où au final on te fait jouer et au final tu sais qu'il n'y aura personne et c'était juste pour dire on a mis la fille. On l'a mise, hein, regardez, elle est là. On a mis la fille. On a fait les Japon. Mais sinon, non. Par contre, je ne sais pas si je suis très favorable à des warm-up 100% femmes. Ça, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Je trouve pourquoi est-ce qu'on en arrive à faire juste des warm-up 100% femmes? Enfin, ce n'est pas normal. Autant, voilà, on parle de parité. Il faut qu'il y ait une parité en fait oui, une mixité, parce que là c'est trop on marque beaucoup trop. C'était justement ma prochaine question, de dire qu'est-ce que vous pensez des line-up 100% féminins? Parce que je suis contre. Parce qu'effectivement, est-ce que on crée pas alors c'est bien comme tu dis, parce que c'est comme les quotas, il y a une notion de visibilisation et de représentation, mais on en arrive à l'extrême inverse où au final on vous file votre soirée à vous et puis venez pas nous embêter les autres soirées de l'année, quoi. Commencer à l'installer, nous. Sans le vouloir, on va mettre que des femmes. Donc si on démarre comme ça, c'est comme s'ils mettaient que des hommes. Ouais. Donc ça se rejoint. Ouais. Donc c'est pas logique, c'est pas cohérent en fait. Ouais. Donc moi je rejoins à ne pas mettre que des femmes. Ouais. Carrément. Est-ce que vous avez un avis sur les line-up 100% féminins? Oui, moi je suis assez d'accord, je partage le même avis. Je suis assez contre dans le sens où en fait, ça va pas avec le combat. Justement, le combat, c'est d'être parmi les hommes, en fait. Donc, d'avoir autant notre place que les hommes. Donc, si on commence à exclure les hommes, là, on va tourner en rond. C'est sans fin, en fait. Donc, c'est ça le vrai combat féministe à ce niveau-là. 100% femmes, non, je trouve pas. Moi, je suis un peu plus partagée sur la question. Non, parce que, moi, je pense que ce soit en fait en programmation ou sur des ateliers d'apprentissage, que ce soit du mix, de la production, etc. Je trouve que des moments de sororité comme ça et une valorisation, la non-mixité, elle permet la mixité par la suite. Et d'avoir parfois des événements qui sont 100% féminins, ça permet aussi à des artistes sur scène de se sentir aussi plus à l'aise, de se sentir mieux, d'avoir en fait un regard un peu du coup où on se dit ok, là je sais en fait que je vais être bien, en tout cas bien accueillie. C'est peut-être pas tout le temps le cas, à vrai dire, mais moi, je pense que ça peut permettre une transition vers la mixité par la suite. Tu parlais vite fait tout à l'heure d'un dispositif comme Move Your Gambette, par exemple, d'accompagnement des femmes DJ dans l'industrie, en tout cas musicale, musique électronique. Et en fait, d'avoir tous ces ateliers qui leur permettent de parler de la communication, de faire du mix ensemble, de produire ensemble, puis ensuite de se produire scéniquement ensemble, il y a une force immense où en fait ça leur a donné des occasions de jouer et d'avoir une représentation de ok, là maintenant je sais, c'est confiance, et ça donne une visibilité où le public pour le coup est mixte, donc
donc du coup tous les publics viennent voir, et qui derrière en fait leur donne des possibilités de jouer sur potentiellement d'autres scènes qui vont être mixtes. Mais il y a aussi voilà une confiance en soi sur scène quand on est en sororité. Je pense que c'est voilà les deux se valent, mais des festivals comme Les Femmes S'en Mêlent ou comme Girls Don't Cry qui font des line-up 100% féminins. Je pense que c'est important et c'est une bonne valorisation et une visibilité pour une transition à la mixité. Donc vraiment, et là où je te rejoins, c'est vraiment dissocier la non-mixité qui sert à évoluer, apprendre, se construire, créer de la sororité, de la représentation, avec des dispositifs comme Les Femmes S'en Mêlent, par exemple, qui vont nous permettre de nous produire une première fois, ou peut-être dans certains contextes, mais qui sont faits pour ça, vraiment qui ont été pensés pour ça tout au long du projet, à dissocier des line-up 100% féminins qui sont là une fois dans l'année parce que c'est le 8 mars et parce qu'on a décidé que voilà, on n'avait pas fait assez de line-up féminin dans l'année. Donc voilà, bien dissocier les deux et aussi savoir par qui c'est fait et comment c'est fait. Si c'est un collectif féministe ou un collectif seulement composé de femmes qui le fait à un moment précis parce que ça lui tient à cœur, ou est-ce que c'est un festival lambda qui va juste se dire ah ben là, exactement, on a besoin de sub ou on a besoin de bonne presse. Pour terminer, j'aimerais bien élargir un petit peu le sujet, avoir une vision un peu plus globale du sujet. Sur la partie qu'on appelle aujourd'hui safer, c'est-à-dire sur les espaces plus safe, c'est-à-dire en milieu festif, en concert, en soirée, en club ou autre. Il y a beaucoup cette notion d'espace safe, espace safer, faire en sorte que tout le monde se sente bien dans notre événement. Est-ce que ce genre de dispositif, ça n'aide pas aussi à ramener la parité d'une certaine façon? Parce que si on fait attention à tous les publics, dans le public, les gens qui viennent voir et participer, forcément ça aura une incidence aussi sur les professionnels et sur comment on peut laisser de la place aux femmes sur scène, derrière, et aussi dans l'ombre derrière la scène. Commence peut-être. Oui. Je réponds oui. En effet, pour justement donc, travailler sur le projet aussi Safer, du coup, sur les violences sexistes et sexuelles en milieu festif, du côté public, en effet, on voit très bien que en tout cas, il y a certaines villes, là, notamment sur Marseille, c'est ce qu'on ressent beaucoup, que les publics viennent dans des lieux parfois plus pour les valeurs, l'état d'esprit et ce que ça amène, et parce que c'est des lieux qui en tout cas semblent accueillants, bienveillants, et qui vont pouvoir prendre en charge s'il y a quelque chose qui se passe, viennent plus pour ça que pour la musique à des moments, ce qui permet de découvrir en fait aussi des collectifs, etc., qui peut-être en fait n'auraient pas été visibles autrement, mais qui arrivent avec ces valeurs-là. Donc je pense que ça, oui, et en plus ça rend quand même visible sur scène des artistes qui sont là, ou elles sont là en tout cas, parce qu'elles adhèrent à des valeurs et parce qu'elles se sentent bien. Si on sent qu'il y a plus d'artistes aussi féminines sur scène dans certains lieux, auprès de certains clubs, festivals, forcément le public en fait va créer une représentation, va se dire si cette artiste en tout cas elle est là dans ce lieu, c'est aussi parce que potentiellement elle a été bien accueillie, qu'elle se sent bien là où elle est. Donc nous on a pris le volet du côté public, mais c'est vrai que du côté backstage, en tout cas, des artistes, moi c'est pour ça que ça m'intéresserait d'avoir aussi vos retours par rapport à ça, vos artistes, et puis toi aussi en tant qu'artiste. Mais je pense que c'est important en tout cas d'avoir ces espaces-là, et que oui, ça permet une représentation du public. Aujourd'hui en festival, le public féminin est à hauteur de 61% en festival. C'est quand même énorme, donc en fait on a été obligé de penser à comment est-ce qu'on accueille ce public et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elles se sentent bien. Et aujourd'hui, du côté des artistes, je pense que ça se ressent aussi. Des artistes qui se disent sur cet événement, il y a des espaces safer, je sens que je vais pouvoir y aller et que mon public va être pris en charge aussi et va être bien accueilli. En tout cas, je pense que ça peut valoir le coup d'aller sur des événements où on se dit là, je sais que je vais peut-être pas trop y aller parce que je ne citerai pas certains festivals. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de vidéos d'artistes, c'est une anecdote, mais qui interrompent leur concert ou leur show parce qu'il ou elle voit une femme se faire agresser dans le public, va interrompre sa chanson et va dire « Attends, toi, t'es dans mon show, t'es à mon concert et tu te permets de faire ça ?» C'est non.
Et je pense que c'est assez représentatif de là où on est en ce moment dans ce combat-là. Tu veux peut-être... À ce niveau-là, ce que je peux dire, c'est plus en tant que juste public, où il m'est arrivé justement d'aller à des soirées qui véhiculent ce genre de, ces valeurs-là, où il est répété plusieurs fois au cours des DJ sets. Tout le monde doit se respecter, c'est important que tout le monde se sente bien ici, puisse être lui-même, ne se sente pas agressé de quelconque façon. Et en fait, en tant que public, ça fait vraiment du bien de l'entendre de la part de l'organisation, de la part des artistes qui sont sur scène, parce qu'en fait, il y a un peu un côté où en fait la personne qui est sur scène est forcément la personne qu'on admire à ce moment-là, c'est la personne qu'on est venu voir. Et en fait, du coup, ça responsabilise le public et ça veut dire, pour moi, quelqu'un qui est dans ce public-là et qui ne correspond pas à ses valeurs va automatiquement se sentir comme un paria et va de lui-même, j'imagine, se mettre à l'écart. Et en fait, ça fait vraiment du bien dans ces soirées-là de pouvoir être soi-même et de plus poser la question de si quelqu'un va venir te coller, si quelqu'un va venir t'agresser sans que tu le veuilles. Donc oui, moi j'ai presque décidé d'aller exclusivement à ce genre de soirée-là. Enfin, c'est celle que j'ai préférée jusqu'ici ces 2 dernières années parce que en fait ça a changé ma façon de faire la fête vraiment. Et du coup, par ricochet, ça peut peut-être aussi changer la façon du public de voir les professionnels de la musique, de voir les artistes aussi, de se dire que il devrait y avoir plus de femmes derrière les platines ou derrière les instruments ou à chanter, à performer. Pour ma part, je pense que c'est plus au global en fait. Ça joue pour les femmes autant que pour les hommes. C'est juste agréable en tant que femme publique. Là, je parle vraiment en tant que public, de savoir qu'en fait, on pense à nous et on conscientise le problème qu'il y a régulièrement dans les boîtes de nuit, dans les milieux festifs, les milieux de la nuit, où en fait, on ne voit pas ce qui se passe, mais en fait, il se passe plein de choses et ça fait du bien de savoir que les organisateurs sont au courant de ça et ils font attention en fait. Oui, totalement. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce sujet-là de façon assez large, savoir la question de la sécurité des publics, comment est-ce que ça peut aussi influer sur la parité. Moi, je serais plutôt aussi comme un public à dire que j'irai où je me sens en sécurité. Donc oui, l'artiste, je veux dire d'aller voir son artiste aussi, de sentir... C'est un sujet quand même très très compliqué, que ça soit en privé, dans un club, ou sur un festival, ou sur un concert, ou des choses comme ça. Moi, je pense que c'est l'organisation qui doit vraiment sécuriser les lieux pour se sentir justement tout en bienveillance, venir voir son artiste féminin ou masculin, parce que ça touche les deux, de toute façon, et se sentir effectivement en sécurité, sans être sous le self-control, à se dire « Oula, attention, machin, non, faut pas faire... » Enfin, voilà, on y va pour prendre du plaisir et s'amuser et pas être sur un contrôle en permanence. Donc, je pense que voilà, là, c'est vraiment l'organisation qui doit ou voir ou revoir toute une sécurité globale. Comment est-ce que vous voyez l'avenir un petit peu chacune de vos métiers? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a peut-être des tendances ou des choses particulières que vous voyez dans vos branches à toutes? Oui, enfin, on essaie. En fait, on avance, on essaie, on s'améliore, on s'entoure des bonnes personnes, on fait de belles rencontres. Et le but, oui, c'est de se challenger, de jamais rien lâcher et de surtout pas... Bon, il y a des hauts, il y a des bas, donc il y a des fois, quand il y a les bas, on baisse les bras, ça va avec. Mais il suffit des fois de juste un petit truc pour redonner une lumière et se dire « Ah, là-bas, au bout de la porte, il y a encore une autre lumière, donc j'y vais, je pousse la porte et j'avance. » Donc voilà, c'est un combat, mais de vie, de toute façon. Il faut toujours avancer et toujours se challenger et garder surtout la force en tant que femme. Nous sommes des hommes, non, nous sommes des vraies femmes. Mais on a toujours une partie homme et femme, à savoir qu'on a les deux. Voilà. Et on est un doublon. Donc, pour ne pas faire de priorité ou de favoritisme, je pense que nous, les femmes, on a une force quand même incroyable par rapport à beaucoup d'autres personnes. Je ne vais pas mettre d'hommes ou de femmes, mais on est très, très fortes. On peut soulever des montagnes.
Voilà. Bah, du coup, ça rejoint ma dernière question un petit peu pour clore. Du coup, je vais vous la poser à toutes. Si vous deviez donner un conseil à une femme qui souhaite se lancer dans le milieu de la musique et peut-être dans votre branche en particulier, quel conseil est-ce que vous lui donneriez? Bah, en fait, je pense qu'il ne faut pas seulement le penser, mais le faire. Parce que souvent, on a des rêves. On a des rêves, mais on aimerait bien que ces rêves se prolongent. Donc, on se dit, ah bah tiens, j'aimerais trop faire ça. Mais il faut se donner la possibilité et au moins l'essayer. Pas se laisser limiter par tout ce qu'on peut entendre, les stéréotypes, toute la misogynie qu'on peut. Oui, mais après, si avoir on commence l'impression de à se lancer ressentir. sur quelque chose et qu'on se met des barrières, on va se freiner systématiquement. Et c'est négatif. Donc, il faut vraiment dire, j'y vais, j'essaye. Et puis, bah, si je me plante, je tombe. Et ou je me relève ou je repars dans l'autre sens. Mais il faut y aller. Donc, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc, moi, je dis, on y va. Et puis, si ça marche, bah, tant mieux. Mais il ne faut pas lâcher. Je pense qu'on est tous dans ce même esprit. Nathalie, si tu avais un conseil à donner à une femme qui veut se lancer dans le DJing, qui a un petit peu peur. Non, mais n'aie pas peur et surtout n'écoute pas tout ce qu'on te dit autour de toi. Ne sois pas découragé par ce que peuvent te dire ce que peut te dire ton entourage et surtout, oui, challenge-toi et fais, surtout fais. Ne rêve, tu peux rêver, mais réalise ce dont tu rêves. Voilà. Myriam, peut-être? Pardon. Oui, je pense que moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 6-7 ans, c'est que à partir du moment où toi-même tu te poses la question de si tu es légitime, c'est la mauvaise question à se poser. C'est que si tu es là, c'est que chaque jour suffit sa peine. Si tu es là, c'est que tu as réussi à être là aujourd'hui. Donc demain, tu réussiras à être là où tu veux être. Et qu'en fait, parfois, on est son propre frein. Et que, oui, même souvent, tout le temps même. Et qu'en fait, il faut juste pas s'écouter. On est notre première ennemie, en fait, à ce niveau-là, je trouve. Et que, en fait, oui, on dit, oui, mais t'as pas peur que ce soit un milieu trop dur pour une femme, et t'as pas peur que si. En fait, on peut pas savoir tant qu'on le vit pas. Et en l'occurrence, en l'ayant vécu, c'est beaucoup moins pénible que ce que je pensais, en fait. Donc il suffit de voir par soi-même, en fait. Puis on est dans des milieux de plaisir, de fête, de créativité. Donc moi je dirais, tu as ta place, en fait. Dans tous les cas, tu as ta place et tu vas kiffer. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. C'est juste se positionner et se faire kiffer, en fait. On ne fait pas ces métiers-là dans la douleur. Donc, pour moi, c'est ça, vraiment. J'aurais aimé qu'on me dise ça, tu as ta place. Je trouve que voilà, c'est important de se le rappeler. Si on choisit, c'est qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Je trouve que c'est une super façon de conclure, de se dire que ça reste des métiers de plaisir et que ça reste avant tout du kiff. C'est ça, on a la chance de pouvoir être dans des métiers qui sont liés à la musique. C'est quelque chose qu'on aime si on est dedans. Donc pensez avant tout au plaisir. Du coup, je vous remercie à toutes.